échange. Et avant de laisser la parole à monsieur le boulanger. Et puisque nous sommes dans le partage, nous avions vraiment l'envie, ça nous semblait vraiment pertinent, de vous présenter une parabole. Un éclairage. Un éclairage, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Et oui, une parabole qui est une histoire utilisant des éléments du quotidien pour illustrer un enseignement. C'est une programmatrice avec qui nous avons travaillé, qui nous a fait découvrir cette parabole en vidéo. Elle nous disait l'utiliser régulièrement comme support lors de ses échanges avec ses élus autour de la question cruciale, s'il en est, de l'investissement culturel. Cette parabole, nous vous proposons de vous en faire ce soir une adaptation. Mesdames et messieurs, la parabole du Tabor. J'arrive, il manque un accessoire. C'est le 15 août, au parc du Tabor, à Rennes. Il est 12h30. Calé sur un siège en plein soleil parmi les cris aigus d'enfants qui se pourchassent, vous avez terriblement soif. J'ai terriblement soif. Vous marchez jusqu'à l'échoppe qui jouxte le parc et vous achetez des limonades, une par une. La première vous emplit d'une volupté profonde. À la seconde, le plaisir est un tout petit peu moins intense. À la troisième, vous êtes saturé déjà de sucre. Sans y paraître, vous venez de démontrer une loi fondamentale de l'économie que l'on appelle le principe de l'utilité marginale décroissante. Plus vous consommez un bien, plus le plaisir que vous tirez de cette consommation diminue. Cela s'applique à toutes les catégories de biens, ou presque. Car à quelques mètres de là, une bibliothèque de rue vous attend. Youhou! Vous ne connaissez presque rien à la littérature, mais vous reconnaissez la couverture du Petit Prince de Saint-Exupéry, car un professeur de français vous l'a fait découvrir en classe de 4e. Vous vous approchez et vous reconnaissez ce dessin touchant du jeune garçon sur sa planète qui vous avait tant ému à l'époque. Contrairement à la limonade, cette seconde expérience de lecture du Petit Prince vous apporte plus de satisfaction que la première. Satisfaction qui grandira encore lorsque vous le lirez pour la 3e fois. Saint-Exupéry vous fera peut-être apprécier Jules Verne, qui lui-même vous amènera à Lewis Carroll. Vous prenez le livre de Saint-Exupéry dans la bibliothèque de rue et vous flânez sur la soche. Des bouquinistes et vous décidez de dépenser 10 €, d'acheter Alice au Pays des Merveilles et votre livre préféré, Le vieil homme et la mer. La lecture et les autres biens culturels sont l'exception à la règle de l'utilité marginale décroissante. Plus vous lisez de livres, plus vous consommez de musique, plus vous fréquentez les musées et les théâtres, plus la satisfaction que vous retirez de ces consommations augmente.
d'amorcer. Dans votre cas, c'est l'État qui a joué son rôle d'amorçage en vous offrant, par le biais du professeur de français, votre première dose de Saint-Exupéry. Et c'est à cette première dose gratuite que l'économie française doit à présent les 10 € que vous venez d'y injecter. Vous remarquez alors une jeune touriste américaine visiblement perdue. Elle vous demande de lui indiquer la rue de la Soif. Where is la rue de la Soif? So the rue de la Soif is completely on the opposite of the... Vous répondez dans un anglais bancal, Enfin... si bancal, que c'est là-bas, de l'autre côté de la place Sainte-Anne. Elle sourit et complimente votre accent crémeux avec des superlatifs en ing. Oh, so sweet, so charming. Vous êtes visiblement français. Oh, et même breton. Et cela vous procure d'emblée un capital de sympathie gigantesque. Or, qui vous a offert ce prestige, sinon le travail multiséculaire de la culture française? Et bretonne. La grande cuisine, les films de la nouvelle vague, la littérature libertine, le siècle des Lumières. Les acteurs de ces créations ont produit des objets qui ont contribué au rayonnement de la France. Et même de la... Rayonnement dont vous recueillez les effets, debout sur la place Hoche sans avoir pour eux déboursé le moindre centime. Vous ne savez toujours pas, mais vous êtes en train de profiter de ce qu'en économie on appelle une externalité positive. Le marché libre étant incapable de le prendre en compte, c'est l'État, par l'intermédiaire de la subvention, qui doit décider de son importance. Vous et la jeune américaine, vous prenez alors un Vélostar pour traverser la ville. Oh, le lilas and the sky is gray. I live for one Arrivé à la place Sainte-Anne, devant le couvent des Jacobins, fraîchement rénové, vous réglez la location des 2 Vélostars avant de choisir un café pour la vue merveilleuse qu'il offre sur le bâtiment. Et vous passez votre soirée à boire des cocktails aux chouchènes compliqués. Les limonades du tabac, les 2 livres du bouquiniste, la location des Vélostars, les cocktails. Auriez-vous fait tous ces achats si à 2 pas de vous ne se trouvait pas un espace public qui valait qu'on s'y attarde? En payant les jardiniers qui entretiennent les allées du Tabor, en soutenant les associations culturelles et citoyennes, en aménageant la place Hoche, en rénovant le couvent des Jacobins, l'État vous y a fait venir et a déclenché des dépenses que sans lui vous n'auriez sans doute pas faites. Votre argent a enrichi les commerçants qui l'utiliseront à leur tour pour faire des achats. C'est ce qu'on appelle enfin l'effet multiplicateur de l'investissement culturel. En une demi-journée, vous avez illustré successivement 3 grands principes économiques qui justifient chaque année l'investissement public dans la culture. Merci d'avoir partagé avec nous cette parabole. À Monsieur le boulanger, je passe donc la parole et nous pourrons poursuivre notre échange après cette intervention, notre échange frivole.